Alors bonjour tout le monde, bonjour vous, où que vous soyez, mais moi je suis chez moi, à Saint-Antoine-de-Tilly, dans le comté de Lotbinière, et d'ailleurs je vais vous reparler du comté de Lotbinière tout à l'heure, parce qu'il y a une belle petite histoire qui vous attend. Je m'appelle Patrice Delabrosse, et je vais commencer par vous parler d'une enseignante pas comme les autres, et oui, il y en a, une personne qui inspire confiance, qui a fait une réelle différence dans son entourage. Par une journée caniculaire de juillet, c'est une femme de 80 ans, aux allures de 65, qui nous accueille dans sa maison ornée de ses tableaux et poteries aussi fantaisistes qu'elle. Turban autour de la tête, talons hauts, démarche alerte, elle s'installe au bout de la table, puis se met à parler de son parcours et surtout de ses élèves. Nous voilà partis pour 2 bonnes heures sans interruption. Ça, c'est le texte qui dit ça, mais nous, on n'en aura pas pour 2 heures. J'ai tellement aimé ces enfants-là, dit-elle, et leurs parents, que j'arrive pas à me défaire de leurs cartes, leurs dessins, leurs mots d'amour, leurs lettres de remerciement. J'en ai encore une caisse. Bébé d'une famille de 10 enfants, Mercedes Joron aurait aimé faire ses beaux-arts, mais cette voie était quasi impensable pour une jeune fille ayant grandi durant la grande noirceur. Bien qu'elle ait pleuré chaque jour jusqu'en 7e année pour ne pas aller à l'école, elle sera finalement enseignante. Toutefois, elle fera la part belle à l'art dans sa classe. C'est ainsi qu'à 17 ans, elle débute sa carrière dans sa ville natale à Grand-Mère. Elle enseignera pendant 20 ans en Mauricie et 20 ans à Rosemère, près de Montréal. La majorité du temps en 2e année. Bien souvent, les parents jouaient du coude à l'approche de la rentrée pour que leur enfant soit dans la classe de Madame Mercedes. C'est qu'elle savait mettre à sa main même les plus turbulents des enfants ou ceux qui avaient des difficultés à l'école. J'avais plusieurs tours dans mon sac. Nous faisions un cercle magique et je confiais des choses à mes élèves pour les amener à exprimer ce qui n'allait pas. J'avais une chaise berceuse dans la classe pour les plus méritants et j'envoyais temporairement les plus tannants au fond de la classe sans leur donner d'attention. J'étendais un gros rouleau de papier blanc par terre et on faisait une murale de groupe. Aussi, je leur promettais une récompense le vendredi après-midi s'ils travaillaient bien. Faire du théâtre, relate cet excentrique qui portait gants et chaussettes dépareillées, ce qui attirait la curiosité et la sympathie des enfants. À sa grande tristesse, Mercedes Joron constate que la profession d'enseignant est en naufrage par les temps qui courent. Une partie du problème, c'est la méfiance des parents à l'égard des enseignants, alors qu'ils devraient être de connivence et s'échanger des trucs. Elle a pris sa retraite en 1998. Dans les yeux crépitants de Mercedes, il y a un concentré de tout l'amour reçu de ses élèves au fil des ans, mais aussi le feu de son premier amour, Bob, qui a repris vie sur les braises de la jeunesse après avoir couvé pendant plusieurs décennies à distance. À l'époque, elle utilisait l'écriture en miroir dans ses lettres d'amour. Elle a toujours été spéciale, se souvient Robert Fugère. Mercedes a eu aussi sa part de coups durs. Elle a fait plusieurs fausses couches avant d'avoir sa chère Marika, qui a passé 5 mois à l'hôpital à sa naissance. Plus récemment, le cancer s'est invité aussi dans son quotidien. Et c'est dans l'amour pour son petit-fils Nicolas, alors bébé, qu'elle a puisé la force de poursuivre ses traitements. Il m'a sauvé la vie. Sa sœur Sophie et lui comptent énormément pour moi. Fascinée depuis toujours par les capacités que chacun porte en soi et n'utilise qu'en partie, elle a toujours misé sur son potentiel, tout en incitant ses proches et ses précieux élèves à en faire autant. Sur un des murs de sa maison,
Une petite plaque lui sert d'aide-mémoire dans les jours de doute. Tout est possible. Lorsqu'on m'a offert d'aller 3 mois en Amérique du Sud avec mon époux de l'époque et ma fille, j'ai dit oui malgré mes craintes. J'ai aussi osé prendre une année sabbatique pour me consacrer à la poterie. Puis, à 60 ans, lorsque j'ai voulu faire le chemin de Compostelle et qu'on tentait de m'en dissuader, je me suis plutôt dit « Et si j'étais capable de le faire ?» Et je l'ai fait, raconte la grande voyageuse. Encore aujourd'hui, elle se couche aux petites heures du matin si l'inspiration pour un tableau lui dicte. Projette une exposition et elle a 1000 idées en tête. Possible de réaliser tout ça? Bien sûr, pense-t-elle. Voilà, un bel exemple d'une enseignante qui a inspiré son entourage et ses enfants et qui a réussi certainement sa carrière. Je vais maintenant vous raconter un petit peu l'histoire particulière de Laurier Station. Laurier Station, c'est une toute petite ville, un village, disons, situé dans le comté de Lotbinière. C'est sur l'autoroute 20 entre Montréal et Québec, mais plus près de Québec. Vous l'aurez peut-être remarqué si vous avez fait la route. Comme dans tous les villages québécois où le chemin de fer est passé, la gare a grandement contribué à la naissance et à la croissance de Laurier Station. Non seulement le train permettait aux résidents de parcourir de bonnes distances en peu de temps, mais il a également stimulé le développement économique de la région, à la grande satisfaction de tout le comté. Le train était alors le moyen de transport le plus utilisé, autant pour les marchandises que pour les passagers qui venaient de toutes les paroisses avoisinantes. On allait à Québec, et c'est à bord du Deschaillons qu'on montait. Le convoi partait de Laurier tous les matins à 7 heures pour être de retour aux environs de 7h30 le soir. Si on voulait plutôt se rendre à Montréal, c'est à bord de l'Express qu'il fallait embarquer. Celui-ci s'arrêtait tous les jours à Laurier Station pour y prendre des marchandises ou des voyageurs, et de là serait née l'expression « envoyer ça par express ». Pas besoin de vous dire qu'il y avait toujours de l'action et du monde à la gare. Les postillons venaient y cueillir leur malle, les commerçants s'y rendaient pour envoyer ou recevoir leurs commandes, alors que d'autres y allaient simplement conduire un proche au train et le voir partir. Après la réception de mariage, plusieurs accompagnaient les jeunes tourtereaux partant pour le traditionnel voyage de noces. À l'arrivée des beaux jours, on se rendait à la gare pour jaser en guettant l'arrivée des belles cousines qui venaient en promenade à la campagne ou le retour des gars de chantier après un long hiver. Même s'il n'y avait pas de bar dans les trains, on raconte que plusieurs manquaient souvent la dernière marche à leur descente, provoquant la rigolade parmi les flâneurs. Plusieurs personnalités importantes sont aussi descendues à la gare de Laurier. On se souvient de certains premiers ministres en campagne électorale, et bien sûr du seigneur Edmond Joly de Lotbinière, qui y débarquait accompagné de ses fils. Ceux-ci faisaient alors le délice des jeunes demoiselles du temps. Les mères voyaient toujours d'un bon œil que leur fille soit courtisée par un jeune homme venu travailler à la gare de Laurier. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux se sont établis chez nous après avoir épousé une fille du village. La gare a été aussi témoin d'événements plus tristes. Nombreuses sont celles qui ont versé des larmes en voyant partir leur amoureux qui allait travailler en ville ou dans les camps de bûcherons. D'autres moments pénibles sont vécus lors de l'arrivée d'un cercueil renfermant la dépouille d'un proche décédé tragiquement au loin. Ces histoires à serrer le cœur faisaient également partie de la vie de cette halte ferroviaire. Si la gare pouvait parler, que de souvenirs elle pourrait nous raconter. Toute l'histoire de Laurier est intimement liée au train. Ses habitants leur doivent la naissance et la prospérité de leur village. Même s'ils ne font plus autant partie de la vie des résidents, les trains méritent bien qu'on tolère leur présence, malgré les quelques inconvénients qu'ils entraînent
sur leur passage. Voilà l'histoire de la gare de Laurier Station. Vous savez que les enfants ont parfois une drôle de façon de voir la vie. Eh bien, voici quelques exemples de la vie vue par les enfants. On a effectué une étude récemment auprès d'enfants de 10 ans et moins au sujet du mariage. Alors, on leur a posé différentes questions. Comment choisir avec qui se marier? Réponse d'un petit gars de 10 ans. Il faut trouver quelqu'un qui aime les mêmes trucs. Si tu aimes le soccer, elle devra aimer que tu aimes le soccer et t'amener des chips et de la bière. Quel est le bon âge pour se marier? Il n'y a pas de bon âge pour se marier. Il faut être stupide pour avoir envie de se marier. Une fille de 6 ans. Une fille de 8 ans. Qu'est-ce que tes parents ont en commun? Ils ne veulent pas d'autres enfants. Qu'est-ce que les gens font au premier rendez-vous? Les rendez-vous, c'est pour s'amuser et les gens devraient en profiter pour se connaître mieux. Même les garçons ont quelque chose d'intéressant à dire si tu écoutes assez longtemps. Un petit gars de 8 ans ou une petite fille. Au premier rendez-vous, ils se disent des mensonges intéressants. Comme ça, ils sont d'accord pour avoir un deuxième rendez-vous. Quand est-ce permis d'embrasser quelqu'un? Quand ils sont riches. Une fille de 7 ans. Un gars de 8 ans. Si tu dois embrasser quelqu'un, si tu embrasses quelqu'un, il faut se marier avec et avoir des enfants. Et voilà. La dernière, comment faire pour que ton mariage marche bien? Mais le petit gars a répondu, il faut dire à ta femme qu'elle est jolie, même si elle a l'air d'un camion. Voilà quelques réflexions amusantes. Objet inanimé, avez-vous donc une âme? Peut-être vous avez déjà entendu ce vers de Lamartine. Margot, elle y croyait à l'âme des objets. Margot travaillait depuis peu au bureau des objets trouvés de la préfecture et ce vers faisait écho à une étrange histoire qui allait la convaincre que, parfois, oui, les objets ont une âme. Enfin, sans doute un peu de l'âme de leur propriétaire. Le quotidien de Margot était rythmé par la valse des objets que les gens pouvaient perdre en une seule journée. Pièces d'identité de toute nationalité, livres, trousseaux de clés, valises, sacs, paquets cadeaux, vêtements, sans oublier les incontournables parapluies, et enfin, signe des temps, une incroyable quantité de téléphones portables. Les bonnes âmes qui les trouvaient les rapportaient dans un commissariat ou directement au bureau des objets trouvés, où se faisait le tri et où commençait la deuxième vie des objets que presque personne ne venait jamais réclamer. Un jour qu'elle s'occupait de l'accueil du public, Margot vit une vieille dame se présenter à son guichet. Ses collègues lui avaient raconté qu'elle venait tous les jours depuis 3 mois. Un voyou l'avait brutalement agressée pour lui voler son sac. Mais le plus important à ses yeux n'était pas le peu d'argent qu'il contenait ou ses papiers d'identité. Il lui avait, dans l'agression, arraché la broche qu'elle portait sur son manteau. Au-delà de sa valeur marchande, ce bijou était si précieux aux yeux de cette vieille dame qu'elle venait chaque jour au bureau des objets trouvés et attendait patiemment l'appel de son numéro. Margot éprouva de l'empathie pour cette femme digne et opiniâtre. Aussi, plutôt que de la laisser debout devant son guichet, Margot fit le tour du comptoir et invita la vieille dame à venir s'asseoir avec elle. Elle l'écouta lui raconter son histoire. Dans la France occupée, pendant la guerre de 39-45, Louise avait tout juste 15 ans et son premier amour s'appelait Samuel.
C'était le fils de l'artisan joaillier qui habitait dans sa rue. Samuel apprenait ce métier d'art avec son père et ce jeune apprenti minutieux était doué et créatif. Un soir de printemps, les deux adolescents firent le serment de se marier une fois la guerre finie. Alors que dans le parc du Luxembourg, ils se juraient amour et fidélité, une libellule vint se poser sur la main de Louise. Ils prirent cela comme un beau présage et firent de cet insecte irisé le témoin de leurs vœux. Sur un saule, Samuel grava les initiales de leurs prénoms savamment enlacés et promit à Louise de lui confectionner la plus belle des broches qui prendrait la forme d'une libellule. Le soir même, alors qu'il rentrait chez lui, Samuel fut arrêté et conduit avec sa famille au Vélodrome d'hiver, c'est à Paris, antichambre de l'enfer des camps de concentration pour les Juifs de Paris, qui furent tous déportés vers l'Allemagne dans les jours qui suivirent. À la Libération, Louise avait tenté de retrouver Samuel et sa famille. Elle se rendait régulièrement dans les locaux de la Croix-Rouge qui s'occupait des prisonniers rapatriés des camps, mais ses recherches restèrent vaines et 10 années passèrent avant qu'elle ne fît une étrange rencontre. Elle s'était liée d'amitié avec une employée de l'institution qui lui transmit un message. Un homme souhaitait contacter Louise et disait avoir quelque chose pour elle. C'est le cœur battant à tout rompre que Louise se rendit au rendez-vous, patientant dans la salle d'attente qu'elle avait si longuement arpentée lors de ses recherches 10 ans auparavant. Au bout de quelques minutes, elle vit arriver un homme qu'elle prit pour un vieillard. Il était infiniment maigre, petit, les yeux vifs. Il s'approcha timidement et se présenta. Il s'appelait Rouben et il avait été en captivité avec Samuel. Il raconta à Louise les 2 années passées aux côtés de Samuel. Il était joaillier et sa profession lui avait permis d'échapper aux chambres à gaz. À chaque arrivée de train, les gardes triaient les nouveaux et ceux qui, comme Samuel, étaient doués d'un talent particulier, avaient momentanément la vie sauve. Samuel fut envoyé à l'atelier de fabrication de bijoux. Les officiers du camp se faisaient confectionner des parures avec l'or et les pierres des bijoux dont ils dépouillaient les déportés. Rouben se prit d'amitié pour le jeune Samuel, et quand ce dernier lui raconta son histoire et la promesse qu'il avait faite à Louise de créer pour leur fiançailles une broche en forme de libellule, Rouben décida d'aider Samuel. Dans cet univers de prison où survivre était en soi un défi, créer et se rebeller étaient de véritables actes de courage. Cela donnait aux 2 hommes une raison de vivre, un but noble qui les rendait grands, eux que les nazis ravalaient au rang de bêtes. Jour après jour, au gré des demandes des officiers du camp, Samuel et Rouben réussirent à détourner, au profit de leur projet, un peu d'or et des éclats de taille de pierre semi-précieuse. En quelques mois, d'un travail aussi discret que dangereux, Samuel fit naître entre ses doigts une magnifique libellule au corps d'or finement ciselé, sertie de quelques éclats de pierres précieuses. Comme sur le tronc du saule du parc du Luxembourg, le soir de leur serment, Samuel avait terminé sa création en gravant sous le corps de l'insecte un L et un S entrelacés. Rouben devait se charger de faire parvenir le bijou à Louise. À ce moment-là, Rouben essuya ses larmes. Dans son récit, il faisait revivre Samuel et il voyait bien que Louise, qui buvait ses paroles, espérait qu'il soit vivant. La mort dans l'âme
il lui raconta comment ils avaient été trahis par l'un de leurs proches qui avait éventé leur projet contre quelques bouts de pain. Le soir même, les officiers firent fouiller leur atelier et leur baraquement et trouvèrent le bijou. Rouben déclara qu'il en était le créateur en espérant sauver Samuel. Mais le sadisme de leur bourreau était sans limite et le commandant du camp fit exécuter Samuel et s'empara de la broche libellule qu'il offrit à son épouse. À la libération du camp par les troupes alliées, Rouben, qui avait survécu, fut pris en charge par la Croix-Rouge. 5 années plus tard, il était devenu chasseur de nazis et parcourait le monde à la recherche de ceux qui avaient échappé au procès de Nuremberg. Un jour qu'il arpentait les rues de Montevideo, en Amérique du Sud, sur une piste prometteuse, Rouben aperçut dans la vitrine d'un prêteur sur gage un bijou qui fit flancher son cœur. Le vendeur lui confirma son intuition. L'homme qui avait laissé cette broche en gage, il y a plus d'1 an, avait un accent germanique. Comme il n'était pas venu la reprendre dans le délai légal, la broche avait été mise en vente. Rouben s'assura de la présence des initiales gravées sous le corps de l'insecte. C'était bien la broche de Samuel. Dès lors, il n'eut de cesse de retrouver Louise et s'est extrêmement ému qu'en terminant son récit, il sortit de sa poche un petit écrin rouge qu'il lui tendit. Depuis ce jour où Louise reçut des mains de Rouben le cadeau de Samuel, sa vie fut transformée. Elle était en paix, trouva l'amour, se maria, eut 3 enfants et une vie très heureuse. À chacun des moments importants de sa vie, elle avait arboré fièrement cette libellule et à chaque souhait formulé, comme on fait un vœu au passage d'une étoile filante, ses désirs furent exaucés. Louise était persuadée qu'il y avait un peu de l'âme de son amour perdu dans ce bijou précieux qu'un voyou lui avait arraché. Margot avait été captivée par cette incroyable histoire. Elle fit à Louise la promesse de retrouver ce bijou. Elle rédigea un avis de recherche qu'elle diffusa sur les réseaux sociaux, racontant toute l'histoire de Louise et Samuel. Pendant ces week-ends, elle courait les boutiques d'antiquités, les magasins de rachat d'or, les enseignes de prêteurs sur gage. Tout un mois passa sans nouvelles du bijou. La santé de Louise déclinait et Margot commençait à désespérer. Un soir, alors qu'elle terminait de ranger les objets inventoriés du jour, elle aperçut une libellule posée sur le garde-corps de l'unique fenêtre qui donnait sur le parc. Margot vit dans cet insecte un présage. En sortant de la réserve, elle remarqua sur le comptoir d'accueil, devant son bureau, une petite boîte qui n'y était pas quelques minutes auparavant. Personne n'avait remarqué qui l'avait déposée là. Louise attendait Margot sur le pas de sa porte. Elle avait l'air plus jeune dans la lumière de ce soir d'été. Quand Margot ouvrit sa main, découvrant le bijou retrouvé, les éclats de pierre de la libellule se mirent à luire intensément, leur reflet brillant à nouveau dans les yeux de Louise. Elle avait inspiré tant d'amour à Samuel qu'il avait mis toute son âme à tenir sa promesse. Alors oui, ce jour-là, Margot pouvait vous dire que, parfois, les objets ont une âme. Peut-être que ça vous est arrivé à vous de tenir tellement un objet rattaché à une personne que vous aimez que vous trouvez une âme particulière dans cet objet. Savez-vous que, vous avez déjà lu cette phrase dans différentes revues ou dans le Sélection, savez-vous que, alors on vous dit une nouveauté, une vérité que des fois on ne soupçonnait pas. Eh bien, j'en ai 4 pour vous là.
Savez-vous que l'expression « il vente à écorner les bœufs » vient du début du XXe siècle? Lorsque les fermiers devaient couper les cornes des bœufs, ils choisissaient de le faire par des journées de grand vent. Ceci avait pour effet de favoriser la cicatrisation et du même coup d'empêcher les mouches de contaminer les plaies, car les mouches ne volent pas par les journées de grand vent. Savez-vous que sur tous les jeux de cartes, le jeu de cartes que vous utilisez couramment, les 4 rois représentent 4 grands rois de l'histoire. Le roi de pique, c'est le roi David. Trèfle, c'est Alexandre le Grand. Cœur, ça réfère à Richard Cœur de Lion. Et pour le roi de carreau, le seul qu'on voit de profil, il représente Jules César. Le jeu de cartes que vous utilisez serait apparu en Chine au IXe siècle de notre ère. Savez-vous qu'une coutume vieille de 4000 ans, à Babylone, en Irak maintenant, cette coutume voulait que pendant le mois qui suivait le mariage, le père de la mariée devait offrir à boire à son beau-fils autant de mède qu'il pouvait. Le mède, c'était une bière à base de miel. Rappelez-vous, miel. Et comme le calendrier à l'époque était basé sur les cycles lunaires, cette période était appelée le mois du miel. Cycle lunaire, c'est pour ça que de nos jours, on parle de lune de miel. Savez-vous que, en français, le mot oiseau présente 2 particularités? C'est le plus petit mot de la langue française qui contient toutes les voyelles. O, I, E, A, U. Mais c'est aussi le mot le plus long dont on ne prononce aucune des lettres. Si vous y pensez comme il faut, on ne prononce pas le O, le I, mais on dit oiseau. Même chose pour le S que l'on prononce comme un Z. Le mot le plus long dont on ne prononce aucune lettre. C'est original quand même. Alors voilà, je vais vous laisser là-dessus pour le reste de votre journée en vous la souhaitant belle. Et puis je vous dis à une prochaine peut-être. Portez-vous bien. Au revoir.